Bonjour à tous. Nous allons ce matin vous parler de la facturation électronique qui, comme vous le savez, sera en vigueur dans les relations B2B à partir du 1er janvier 2026. Et donc, voici les 4 questions de ce matin. La première, assez évidente pour rentrer dans le sujet, quel est le champ d'application? À qui s'applique l'obligation de facturation électronique? Deuxième point qui a regroupé une série de petites questions pratiques, c'est quel est l'impact de la facturation électronique au quotidien dans l'envoi et la réception de factures? Troisième point, y a-t-il des aides pour assister votre entreprise dans cette transition? Et quatrième et dernier point, pour lequel je reprendrai la parole, qui va vous parler de l'archivage de ces factures. Faut-il procéder différemment de ce que vous faites aujourd'hui avec les factures papier? Donc avant de rentrer dans ces questions, nous allons, lancer peut-être un petit sondage pour voir si dans l'assistance vous êtes déjà, prêts. Alors vous allez avoir normalement un petit pop-up qui va apparaître. Les résultats sont anonymes, suffit de cliquer oui ou non. Et donc, 60 d'entre vous ne sont pas prêts, mais ce qui veut dire que déjà de 40 sont prêts alors que nous sommes encore à de longs mois de l'entrée en vigueur. Félicitations. Et si vous n'êtes pas prêts, mais que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous y prenez, à temps et donc vous le serez pour le 1er janvier. Heu, j'en suis certaine. Donc merci pour votre participation et je vous présente maintenant, le fil rouge. C'est assez simple. Nous imaginons que nous sommes déjà en 2026 et que l'obligation s'appliquera donc et nous allons, nous mettre dans la peau d'une entreprise de travaux qui est établie en Belgique et qui s'appelle Parfait BTP et elle a des chantiers de différents types. Donc pour chaque chantier, Parfait BTP va se demander si elle doit envoyer une facture électronique à ses clients, oui ou non. Donc pour examiner ces, différents cas, je vais passer la parole à Quentin Lebrun. Voilà, merci Fanny pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, première question de ce Heure Légal, à qui s'applique l'obligation de facturation électronique? Donc, comme vous allez voir, on a essayé de faire une présentation qui se veut le plus pratique possible. Avant toute chose, je vais quand même passer par une petite introduction un peu plus théorique pour pouvoir vous poser les bases de cette nouvelle obligation. Donc, comme vous le savez certainement déjà, une loi du 6 février 2024 a introduit l'obligation de facture électronique structurée. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par facture électronique structurée? Eh bien, c'est toute facture qui est émise, transmise et reçue sous forme électronique et qui permet un traitement automatique et électronique. Donc, ces factures seront dans un format dit XML. Donc, cette facture électronique structurée est bien à différencier d'une facture électronique classique que vous pouvez déjà utiliser à ce stade, qui est par exemple la facture envoyée sous format PDF avec un courriel. Donc ça, c'est ce qu'on connaît actuellement. Peut-être que d'autres entreprises pratiquent déjà la facture électronique structurée, mais sachez donc qu'à partir de 2026, et pour tous les assujettis à la TVA, dans leur relation B2B, la facturation avec un PDF par mail ne remplira pas l'obligation. Il s'agira bien donc d'une facture électronique structurée. Alors, quels sont les objectifs derrière cette obligation d'e-facturation? Eh bien, il y a trois pôles principaux. Premièrement, la simplification administrative. Ensuite, la lutte contre la fraude fiscale et l'instauration d'un contrôle accru au niveau du SPF Finance, ainsi qu'une réduction des erreurs possibles. Donc, en effet, les factures électroniques circuleront sur le réseau appelé PayPal, sur lequel l'État sera également connecté. L'État aura donc une vue directe sur les différents flux de TVA et va pouvoir recouper d'éventuelles anomalies. Ceci facilitera donc le contrôle de l'administration sur ces flux de TVA et permet donc de mieux lutter contre la fraude fiscale. Aussi, le traitement par machine permet d'éviter donc des erreurs d'encodage qui vous est évidemment bénéfique. Alors, à quoi ressemble une facture électronique?
Vous avez ici un petit exemple sur cette slide où vous voyez bien que ça ne s'apparente du coup pas aux factures qu'on connaît papier ou PDF. C'est tout ce format XML, pas très lisible, mais par contre, pour une machine, c'est le format parfait. Et contrairement à Mercurius, donc qui est la plateforme utilisée pour les factures électroniques en B2G, donc les factures électroniques transmises à l'État, eh bien, votre logiciel d'e-facturation B2B devra aussi vous permettre de recevoir ces factures électroniques. Et alors, ce logiciel va alors traiter, encoder ces factures pour vous de manière automatisée. Alors, petit point sur la facturation électronique B2B en Europe. Sachez qu'elle est déjà obligatoire en Italie depuis 2019 et elle deviendra obligatoire en France en 2027, en Allemagne et en Espagne à partir de 2028. D'autres pays comme les Pays-Bas ou le Luxembourg ne comptent pas encore l'imposer, même s'il est tout à fait possible de la pratiquer. Vous voyez donc que, pour une fois, j'ai envie de dire, l'État belge se montre quelque peu avant-gardiste sur une pratique du numérique. Maintenant que l'introduction un peu plus théorique et générale est faite, passons donc dans le vif du sujet avec des exemples très concrets qui vous permettent de mieux visualiser les cas dans lesquels une facture électronique devra être émise. Donc, premier exemple, Parfait BTP réalise des travaux de terrassement auprès de particuliers et émet une facture. Est-ce que dans ce cas-ci, une facture électronique doit être émise? Alors, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un exemple assez simple. Ici, on n'est pas dans une relation B2B, mais bien dans une relation B2C. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture électronique pour Parfait BTP. En revanche, elle n'est pas non plus interdite. Donc, si le consommateur est d'accord et qu'il est aussi en mesure, ça c'est évidemment à voir en pratique s'il a les outils disponibles pour recevoir une facture électronique, elle peut l'être, moyennant évidemment donc l'accord du client. Exemple numéro 2. Parfait BTP sous-traite la réalisation de la charpente d'un immeuble à appartement à son sous-traitant habituel. Il apparaît que les deux entreprises sont assujetties à la TVA et toutes deux établies hors Belgique. Est-ce que dans ce cas-ci, une facture électronique doit être émise? La réponse ici est oui. Ce sera vraiment le cas classique que vous allez rencontrer dans vos entreprises respectives. C'est, j'ai envie de dire, plus de 95% du cas. Ce sera comme cet exemple où on tombera là pile dans le champ d'application de la loi avec à l'issue une facturation électronique qui doit être émise. Exemple numéro 3. Un médecin généraliste établi en Belgique souhaite optimiser l'isolation de son cabinet médical. Pour ce faire, il fait appel à Parfait BTP qui est aussi également spécialisé dans la pose de châssis. Est-ce que dans ce cas-ci, une facture électronique doit être émise? Eh bien, ici, on est dans une exception. Donc, pas besoin de facture électronique, car le médecin est exempté de la TVA sur la base de l'article 44 du Code de TVA, parce qu'il pratique des actes exclusivement thérapeutiques, excusez-moi, et donc tombe sous le champ de l'article 44 et donc exempté de TVA. Il faut savoir donc que la facturation électronique est intrinsèquement liée à la TVA. Évidemment, comme pour le consommateur, si le médecin dispose des moyens pour recevoir les factures électroniques, il y a toujours une possibilité de s'arranger au préalable avec celui-ci pour pouvoir envoyer une telle facture. Exemple numéro 4. Parfait BTP est mandaté par une entreprise établie ici en Allemagne. Cette entreprise ne dispose donc pas d'un numéro d'identification à la TVA belge et les travaux requis sont donc des travaux de maçonnerie sur le territoire allemand. Est-ce que dans cette hypothèse, une facture électronique doit être émise?
En l'espèce, la réponse est non, car l'entreprise se situe à l'étranger, n'a pas d'établissement en Belgique et n'est donc pas soumise à la TVA belge. En conséquent, l'obligation de facture électronique ne s'applique pas à l'entreprise allemande, donc on ne peut pas imposer de nouveau qu'une facture électronique lui soit envoyée. À nouveau, on tombe aussi dans la possibilité d'en envoyer une si l'entreprise allemande a le logiciel pour. Alors, pour l'exemple numéro 5, on va réaliser un petit sondage. Donc, Parfait BTP a pour mission la rénovation d'un hôpital privé situé en Belgique. Est-ce que, dans cette hypothèse, une facture électronique doit être émise? Alors, à ce stade, je vois qu'il y a une majorité de oui. Est-ce qu'on tombe dans le régime classique, sachant que l'hôpital pose aussi des actes à titre thérapeutique? Je vois quand même pour l'instant 82% de oui, 17% de non. La majorité des personnes avaient la bonne intuition, parce qu'ici, l'hôpital est en fait un assujetti mixte. Donc, c'est-à-dire que il preste tant, il émet des prestations tant qui sont soumises à la TVA que d'autres qui sont exemptées. Et pour les assujettés mixtes, l'obligation de facturation électronique s'applique. Euh, donc, typiquement, ici, les prestations qui sont exemptées, ce sont les prestations des médecins. En revanche, les plats qui sont servis en chambre, de ce côté-là, c'est une prestation qui est soumise à la TVA. Un autre exemple tout à fait concret qui pourrait peut-être vous parler, c'est le cas des musées. Le musée va avoir des activités qui sont exemptées de la TVA pour tout ce qui est activité culturelle. En revanche, pour la boutique souvenir en fin de musée, là, la TVA sera appliquée. Et dans ce cas-là, on tombe nous sur un assujetti mixte qui est soumis à la facturation électronique. Exemple numéro 6, de nouveau un peu plus particulier. Donc, le sous-traitant habituel de Parfait BTP en matière de menuiserie extérieure est déclaré en faillite. Cette entreprise émet ses dernières factures envers Parfait BTP. Est-ce que dans ce cas-ci, ces factures doivent être émises au format électronique? La réponse est non. On tombe à nouveau dans le champ d'une exception selon la loi. Donc, les entreprises faillies, par rapport à l'activité pour laquelle elles ont été déclarées en faillite, sont exemptées de l'obligation de l'e-facturation. Exemple numéro 7, Parfait BTP remporte un marché public auprès d'une école de la ville de Liège pour des travaux de rénovation. La facture s'élève donc à 60 000 €. Est-ce que cette facture doit être émise au format électronique? Ici, on voit qu'on est en dehors d'une relation B2B, vu que c'est la ville de Liège, le client. Donc, ce serait plutôt une relation B2G. Est-ce qu'une facturation électronique est obligatoire? Oui. Alors, il s'agit d'une réglementation différente. C'est la loi du 7 avril 2019 qui impose, elle aussi, les factures électroniques en relation B2G pour les contrats de concession et les marchés publics. Voilà, on a fait un petit tour des exemples qui pouvaient être rencontrés en pratique. Je fais un petit récapitulatif plus théorique pour bien figer le savoir de la facturation électronique. Donc, il y a à chaque fois 3 conditions à regarder. Une condition au niveau de l'émetteur de la facture, une condition au niveau du récepteur de la facture et une condition au niveau de l'opération qui est visée. Donc, pour l'émetteur de la facture, les entreprises concernées, ce sont donc les assujettis à la TVA établis en Belgique, les membres d'unités TVA établis en Belgique,
ainsi que les assujettis étrangers ayant un établissement stable en Belgique. On va penser à une entreprise dont la maison mère, par exemple, se situe en Allemagne, mais dont il y a une filiale qui existe en Belgique. Ben, cette filiale, elle, donc, est soumise à la facturation électronique. Pour les entreprises qui ne sont donc pas concernées, on pense aux assujettis au régime forfaitaire, aux assujettis faillis, aux assujettis exemptés réalisant exclusivement, comme je l'ai bien précisé, des opérations visées à l'article 44 du Code de TVA, ainsi que, évidemment, les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. Concernant donc le destinataire de la facture, les entreprises concernées, ce sont donc tous les assujettis qui doivent communiquer leur numéro de TVA en Belgique, sauf ceux qui réalisent donc des opérations visées à l'article 44 du Code de TVA et donc qui ne disposent pas de droit à déduction. Je pense là au cas du médecin. Troisième volet, donc concernant les opérations visées par la facture, on vise donc les livraisons de biens et les prestations de services localisées en Belgique qui ne sont pas exemptées, ainsi que les exportations de biens lorsque le client est, lui, bel et bien établi en Belgique. Les opérations non visées sont les opérations exemptées par l'article 44 du Code des TVA, ainsi que les livraisons par un assujetti étranger. Donc, grosso modo, ce sont donc toutes les opérations faites par un assujetti non exempté à la TVA et toutes ces opérations qui sont localisées, ou en tout cas réputées être localisées en Belgique. Petite précision maintenant sur le dernier exemple que j'avais donné vis-à-vis donc de la facturation en B2G. Donc la loi de 2019 a été précisée par un arrêté royal du 9 mars 2022. Donc l'obligation d'e-facturation, contrairement en B2B, elle, en B2G, est déjà entrée en vigueur depuis le 1er mars 2024. Donc, elle concerne donc les opérateurs électroniques dans leur relation avec l'État pour donc des marchés publics ou des contrats de concession. Le format électronique est exactement le même qu'en B2B, donc c'est le format électronique structuré. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation pour les marchés et les contrats qui sont inférieurs à 3 000 euros. Cependant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent tout de même prévoir cette obligation dans les documents de marché ou de concession. Donc, pas d'obligation sur le principe, mais si le pouvoir adjudicateur, lui, préfère recevoir la facture au format électronique, il peut le prévoir. Comme pour la facturation B2B, on va donc utiliser le réseau PayPal ainsi que le format PayPal BIS. Deuxième volet de cette présentation, quel est l'impact pratique de la facturation électronique? Donc, concernant le format que doivent avoir ces factures électroniques, un arrêté royal viendra préciser exactement ce format, mais selon les travaux parlementaires, il s'agira donc certainement du format PayPal BIS. Alors pour mémoire, il y aura une possibilité d'utiliser un autre format pour autant que les parties ont marqué leur accord pour déroger au format adopté par l'arrêté royal, ainsi que si les factures émises répondent aux normes européennes en matière de sémantique et de syntaxe, dont vous avez les références ci-après. C'est vraiment de l'ordre technique. Partez du principe que les logiciels que vous aurez répondront à ces langages, à ces formats. Alors, en pratique, donc, votre logiciel de facturation, comme je le disais, doit être connecté à un réseau. Ce réseau s'appelle donc PayPal. Donc, veillez bien à prendre contact soit avec votre comptable ou avec l'entreprise qui vous fournit votre logiciel de facturation afin de vous assurer que votre logiciel est bel et bien connecté au 1er janvier 2026 à ce réseau PayPal afin tout simplement de satisfaire à l'obligation légale. Pour mémoire, vous avez un petit lien dans la présentation
qui liste en fait les logiciels qui sont déjà connus de l'État et qui sont agréés, entre guillemets, PayPal. Comme vous le voyez dans le chat, merci Annelise, elle vient donc d'ajouter ce lien dans la conversation. Comme ça, vous pouvez aller voir. Vous voyez, ce sera un fichier sous format Excel qui répertorie, en principe, qui est à jour également, tous les logiciels de facturation qui sont donc agréés PayPal. Alors, petit sondage supplémentaire, est-ce que les notes de crédit sont concernées par l'obligation d'e-facturation? Alors, pour se mettre dans un cas plus concret, un cabinet d'avocats contacte Parfait BTP en vue d'isoler le bâtiment par l'extérieur. Parfait BTP réalise donc l'opération et facture au client. À la suite de cette facturation, Parfait BTP se rend compte qu'une erreur s'est glissée dans sa facture, de sorte que le montant en est trop élevé. Parfait BTP émet dès lors une note de crédit. Est-ce que cette note de crédit doit être réalisée sous la forme d'une facture électronique? Oui ou non? Je vous laisse répondre dans le sondage. Alors, pour l'instant, je constate donc une écrasante majorité de oui. Et effectivement, l'intuition est la bonne, puisque les notes de crédit sont assimilées, elles aussi, à des factures, et donc elles doivent aussi rencontrer le format électronique structuré. Quid des factures pro forma? Est-ce que celles-ci doivent-elles aussi être envoyées sous le format électronique structuré? Eh bien, sachez qu'une facture pro forma n'a pas réellement de valeur légale ou comptable. Il s'agit plus au final d'une sorte d'offre. Et donc, en conséquence, la facture pro forma ne doit pas être envoyée électroniquement, contrairement donc à la note de crédit. Alors, quid des mentions obligatoires sur les factures? Est-ce que cette nouvelle obligation de facturation électronique a un quelconque impact sur ces mentions obligatoires? Eh bien non. Les mentions obligatoires habituelles, telles que la date d'émission, numéro séquentiel, numéro de TVA, etc., doivent toujours figurer sur votre facture électronique. À ce titre, donc, la facturation électronique ne vient pas révolutionner la matière. Alors, autre aspect important concernant le délai de transmission de la facture. À ce stade, il n'est pas encore prévu ni déterminé par la loi, mais il sera précisé par un arrêté royal donc à venir. Attention aux frais d'exercice comptable, parce que je prends un exemple assez concret. En admettant donc que l'arrêté royal fixe le délai de transmission de la facture à 15 jours, il ne vous sera donc pas possible de transmettre une facture qui est datée du 31 décembre euh, le 16 janvier. Donc attention, suivant les pratiques que vous avez l'habitude en entreprise, ce délai contraignant pourra poser d'éventuelles difficultés et devra être respecté. Alors concernant la manière d'émettre donc les factures, en admettant que votre entreprise avait pour habitude de déléguer l'émission de ces factures en son nom et pour son compte à une tierce société, est-ce que l'e-facturation a un quelconque impact sur cette pratique? Eh bien non, la loi ne s'y oppose pas, donc vous êtes toujours libre de procéder de la sorte. Quid de l'autofacturation, autrement dit le self-billing aussi, connu sous ce nom-là? Eh bien, à nouveau, l'obligation de l'e-facturation ne vise pas non plus à réformer toute la pratique de la facturation. Et donc, cette pratique du self-billing
est toujours autorisé, sous réserve évidemment d'un accord préalable entre les parties. Alors, concernant l'acceptation de la facture, donc admettons que Parfait BTP réalise des travaux en sous-traitance et émet donc une facture électronique conformément à son obligation légale. L'entrepreneur général, quant à lui, refuse d'adopter le système d'e-facturation. Il a ses vieux jeux, il aime ses factures papier et décide donc de rejeter la facture de Parfait BTP. Est-ce que l'entrepreneur est autorisé à agir de la sorte? Évidemment, non. Dès lors que l'entrepreneur général est assujetti à la TVA belge et ne tombe donc pas dans le champ d'application d'une exception, il a l'obligation aussi de recevoir et d'accepter la facture électronique à partir du 1er janvier 2026. Ainsi, même si une entreprise ne dispose pas d'une clientèle, justement, si une entreprise dispose uniquement d'une clientèle de particuliers, donc à qui elle n'est pas obligée d'envoyer des factures électroniques, eh bien, cette entreprise est quand même obligée d'avoir un logiciel adéquat afin de pouvoir réceptionner les factures en B2B, les factures notamment donc de ce fournisseur. Alors, concernant maintenant les sanctions, si vous décidez donc, si en l'espèce, on revient au de notre fil rouge, si Parfait BTP décide de ne pas se conformer aux obligations de facturation électrique, notamment à partir du 1er janvier 2016, en ne créant pas de compte PayPal, eh bien, quelle sanction peut lui être infligée? Le code de TVA ne prévoit pas une sanction spécifique et particulière à la facturation électronique, mais alors on retombe sur l'article 70, paragraphe 4 du code qui prévoit donc une sanction générale en cas de violation du code qui peut aller donc de 50 € à 5 000 € par infraction. La fourchette est assez large et donc sera laissée à l'appréciation de l'État. Concernant le processus d'approbation de la facture, est-ce que Parfait BTP peut continuer à exiger qu'un bon de facturation approuvé par le gestionnaire de chantier soit joint aux factures de ses sous-traitants? Eh bien oui, Parfait BTP peut continuer à l'exiger contractuellement et il sera aussi possible de configurer son compte PayPal pour exiger une telle annexe. Donc, ce sera à faire donc dans les champs du fichier XML avec le numéro de bon de commande. Et sachez qu'en principe, donc, tout logiciel agréé PayPal devra vous permettre de joindre des annexes à vos factures de tout type. Ça peut être simplement votre facture au format PDF ou tout autre document que vous estimez utile de joindre à votre facture. Alors maintenant, sur la contestation donc, de votre facture, comment contester? Eh bien, de nouveau, en principe, votre logiciel agréé PayPal devrait vous permettre de contester directement la facture depuis le dit logiciel avec une information automatique qui parviendra à l'émetteur de la facture. Donc, il sera par contre obligatoire de spécifier le motif de cette contestation. Et évidemment, comme la pratique le veut actuellement, il vous est possible de compléter cette contestation par email ou même de téléphoner, de vous arranger par courrier. Vous êtes assez libre à ce niveau-là. Il est aussi également possible d'accepter partiellement la facture. Quid des factures qui ne sont ni acceptées ni contestées? Donc, typiquement, les factures qu'on met en suspens dans le logiciel. On prend l'exemple où vous voyez une facture, vous ne comprenez pas bien quelque chose, vous hésitez à la contester, donc vous prenez votre téléphone, vous téléphonez à votre fournisseur. Il n'y a pas d'accord qui est directement établi. Mais on vous conseille quand même de ne pas laisser trop longtemps cette facture en suspens. Évidemment, s'il s'avère que vous devez contester la facture, contestez-la le plus vite possible. Et comme toujours, réservez-vous une preuve de la contestation de la dite facture.
Alors, troisième volet de cette présentation, évidemment, vous dites, c'est bien beau, l'État m'impose la facturation électronique. Moi, ça va me coûter de l'argent. Est-ce qu'il y a quand même des aides qui sont introduites par l'État pour faciliter cette transition de la facturation électronique? Petite nuance quand même à amener. Certes, les logiciels de facturation sont payants, sauf que déjà, la plupart d'entre vous disposez d'un tel logiciel. Il faut voir donc avec votre comptable, avec votre fournisseur de logiciel, le prix, la variation du prix suivant la possibilité de facturer électroniquement, mais aussi vous aurez quand même tout un gain, toute une économie de coûts vis-à-vis de l'impression et de vos factures, mais aussi une économie de temps, étant donné que les factures seront traitées automatiquement par machine, et donc le temps, c'est de l'argent. Donc ne voyez pas non plus cette transition comme une mesure punitive. Toujours est-il que l'État a quand même voulu vous soulager d'une certaine manière en prévoyant donc une déduction temporaire majorée de 120%, à l'exception des frais d'amortissement, pour les frais liés à la mise en place des logiciels de facturation et pour les frais de consultance qui sont liés aux obligations contenues donc dans la loi sur l'e-facturation. Alors, à qui s'adresse donc cet incitant fiscal? Ça s'adresse donc aux PME ainsi qu'aux entreprises unipersonnelles, donc les indépendants personnes physiques. Pour quelle durée? Eh bien, sachez que cette mesure est en place depuis la période imposable 2024 et sera valable jusque la période imposable 2027 inclus. Deuxième mécanisme, ce sont donc déduction des frais. Donc les frais portés à l'actif au titre d'investissement, cette fois-ci, pourront bénéficier d'une déduction pour investissement de 20%. À nouveau, cette mesure s'adresse aux PME et aux entreprises unipersonnelles. Et cette mesure, quant à elle, est applicable depuis le 1er janvier 2025 et, sauf réforme, ne connaît pas pour l'instant, en tout cas, de limite dans le temps. Sachez aussi qu'il existe ce qu'on appelle les chèques maturité numérique. Donc, le chèque maturité numérique vous permet de bénéficier des conseils d'experts pour évaluer la maturité numérique de votre entreprise et établir un plan d'action, le tout à moindre coût grâce à une prise en charge partielle réalisée par le SPOE. Donc, concrètement, vous pouvez mandater un expert agréé qui va analyser la situation numérique de votre entreprise et vous produire un plan d'action qui vise à optimiser le fonctionnement de votre entreprise à l'aide d'outils numériques. Donc, le SPOE peut prendre en charge 50% des coûts de ces prestations d'audit, de diagnostic et de plan d'action avec un plafond de 50 000 € sur 3 ans. À nouveau, cette mesure s'adresse aux PME et aux indépendants personnes physiques. Comme vous voyez, cette mesure n'est pas dédiée spécifiquement à la facturation électronique, mais peut entrer donc dans ce champ-ci et dans une transition numérique plus large. Alors, dernier chapitre de cette présentation, je vais céder la parole à ma collègue Fanny qui va vous parler donc de l'archivage des factures. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Quentin. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, on les parcourra après. Donc, l'archivage des factures, il y a peu à dire, mais c'est quand même intéressant d'y réfléchir déjà. Donc, les factures électroniques, Quentin l'a dit en tout début de présentation, elles sont numériques dès leur création et elles restent numériques jusque dans l'archivage. Donc, à aucun moment, il n'est nécessaire légalement d'imprimer la facture électronique ou la version PDF lisible par un humain de la facture. On a juste des problèmes techniques d'ordre comptable. Si vous avez dans un seul facturier des factures que vous adressez à vos clients
consommateur et que donc les numéros du facturier se suivent et mélangent entreprise et consommateur, alors là, vous devez avoir un facturier complet. Vous devrez imprimer malgré tout une copie des factures B2B pour ne pas que votre facturier soit partiel. Mais il y a une possibilité qui est d'avoir deux facturiers différents pour, à partir du moment où vous aurez une obligation de facturation électronique, pour ne pouvoir imprimer que les factures du facturier B2C et toutes les factures B2B restant sous format numérique. Alors, la durée de conservation obligatoire pour les factures, vous savez que ça a longtemps été 7 ans pour toutes les obligations fiscales et comptables et que maintenant, depuis l'année dernière, je pense, c'est passé à 10 ans. Mais c'est 10 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'émission. Donc, on est presque à 11 ans pour les factures émises en janvier. Et donc, il sera aussi plus facile maintenant que tout sera sous format électronique de procéder à la destruction des factures lorsque la 11e année sera révolue. Le programme vous permettra plus facilement qu'avant, où il fallait avoir le courage d'aller dans les archives, de procéder à du nettoyage, et ça fera des économies d'espace de stockage. Est-ce qu'on peut dépasser le délai de 10 ans? Là, je prends la casquette protection des données à caractère personnel. D'un point de vue protection des données à caractère personnel, on ne doit pas conserver les données plus longtemps que nécessaire, et donc normalement non, mais on peut avoir des raisons de conserver plus de 10 ans parce qu'il y a peut-être qu'on doit se défendre pour un litige, même si la durée normale de prescription est de 10 ans, mais il pourrait y avoir des cas particuliers où si on est dans une entreprise de construction, un chantier qui dure 2-3 ans, on peut avoir envie de conserver les factures émises en début de chantier jusqu'à ce que 10 ans après que le chantier complet soit clôturé, que la dernière facture du chantier ait été émise, par exemple. Donc, on peut conserver plus longtemps, et on est aussi ici, on a un peu plus de liberté parce que vu qu'on est dans des factures B2B, normalement, il n'y a pas de données à caractère personnel. Il y en a toujours s'il y a une personne de contact, mais le destinataire de la facture est une entreprise. Donc, normalement, en soi, la facture ne devrait pas être soumise au RGPD. Donc, la recommandation est quand même de faire le ménage régulièrement, sauf pour des cas où vous auriez des craintes de devoir vous défendre en justice à l'avenir. Alors, on parle d'une durée de 10 ans où vous êtes obligé de conserver les factures, c'est comme maintenant, mais dans un environnement informatique, est-ce que vous employez toujours les mêmes logiciels aujourd'hui que ceux que vous employiez il y a 10 ans? Je ne suis pas sûre. Au cabinet, nous, ça a beaucoup évolué en 10 ans. Donc, Heu, on rencontre un problème avec la dématérialisation du travail, qui est la continuité. Donc, il faut conserver 10 ans, mais est-ce que comment se passera la transition d'un fournisseur vers un autre fournisseur? C'est toujours un point difficile dans les contrats qu'on conclut avec les fournisseurs informatiques. Il y a toujours le risque d'être captif du fournisseur de logiciels. Eh bien ici, cette obligation de transparence des factures vis-à-vis de l'État, et on sait pourquoi il y a cette obligation de transparence, mais malgré tout, ça vous rendra service puisque vous aurez un duplicata de votre comptabilité B2B dans Paypal, et donc ce qui, en quelque part, vous procurera un backup si vous-même vous avez des difficultés, si vous devez changer de fournisseur, vous aurez toujours accès à vos archives dans Paypal. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu de perspective. Cette transparence ne va faire que s'accroître dans les années à venir. On nous parle du fait d'avoir les déclarations de TVA qui vont être automatisées aussi lorsque toutes les factures passeront via PayPal, même de savoir si le statut de la facture sera payé ou non via PayPal, de pouvoir envoyer des rappels via PayPal, ce qui pourra être peut-être plus facile. Mais en tout cas, c'est un processus en marche et qui est loin d'être terminé. Alors, je laisse à l'écran le programme des prochaines formations pendant que nous allons parcourir les questions. Prochaine sur les contrats de distribution et la suivante sur la promotion immobilière. Je ne sais pas si Quentin, si tu veux prendre une question. Ah, ton micro est coupé. Autant pour moi. Donc la première question, tu as répondu tout On peut la simplement lire, oui. dans le chat. Donc cette présentation qui concerne
Des factures de travaux restent-elles valables pour des prestations de services ou de fournitures? Oui, donc évidemment, c'est une obligation assez générale. Comment faut-il se positionner si un sous-traitant continue à envoyer ses factures par poste ou en PDF par mail? Faut-il en tenir compte? Idéalement, introduire soit dans vos conditions générales, soit par accord préalable, que désormais toutes les factures se feront au format électronique. Donc déjà, le fait de s'arranger contractuellement au préalable vous met donc dans une position de force. Maintenant, évidemment, vous, pour remplir votre obligation, vous pouvez toujours, lors de l'envoi de votre facture, procéder aux démarches nécessaires sur PayPal, sur votre logiciel de facturation connecté à PayPal, pour bien montrer patte blanche donc à l'administration fiscale. Mais l'idéal, en fait, c'est, comme pour toute relation contractuelle, on n'a pas envie de rentrer en relation commerciale avec des gens qui ne respectent pas la loi. Donc, évidemment, se positionner toujours au préalable et s'assurer que notre co-contractant va respecter cette obligation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Fanny, Voilà, mais sur cette parce qu'il question-là, faut, ouais. voilà, on pourra refuser la facture, mais c'est comme toujours, il faudra dire qu'on refuse la facture. Je C'est pense que si ça, on est simplement silencieux, en justice, le silence, on pourrait l'interpréter autrement que la facture n'a pas été transmise via tout à PayPal. fait. Deuxième question, quelle est la solution la plus simple et économique pour une petite PME complémentaire qui émet 5 à 10 factures par an et reçoit peu de factures? Un conseil de quelqu'un dans ce cas qui a déjà franchi le cap. Alors, je peux peut-être aider à ce niveau-là. Sachez qu'il existe une plateforme gratuite mise à disposition euh, par l'État belge qui s'appelle Hermès. Je vais mettre le lien dans le chat. Voici. Donc Hermès, c'est une plateforme gratuite qui permet donc tant de recevoir que d'émettre des factures électroniques, mais en fait vous perdez tout l'avantage des factures électroniques dans le traitement automatisé, dans le sens où il faut à chaque fois tout encoder manuellement. Donc c'est une solution intermédiaire, mais qui n'est pas pérenne parce que dans les travaux parlementaires, le ministre avait l'air même d'indiquer que cette plateforme est disponible à ce stade, mais sera amenée à être supprimée. Donc, à vous à faire également des recherches sur comme j'ai dit, dans la présentation, il y a un fichier Excel avec tous les logiciels déjà agréés, faire des comparaisons sur les moins chers. Voilà, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Je pense que ça ne va pas être non plus un coût exorbitant à ce niveau-là, mais dans l'intervalle, cette plateforme Hermès peut être une solution, en tout cas temporaire. Voilà, Dernière question. Concernant le délai de transmission, confirmez-vous qu'il sera impossible d'émettre une facture du 31 décembre dès que nous passons en janvier et ainsi de suite pour l'exercice comptable? Même question pour les clôtures mensuelles. je vais peut-être y répondre Ouais, si oui, tu veux. vas-y, Donc, Fanny. ce n'est pas exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le délai pour transmettre une facture datée du 31 janvier va être déterminé par un arrêté royal qui n'est pas encore sorti. Donc, il y aura un délai maximum pour introduire une facture datée du 31 décembre ou de quelque date dans PayPal. Et Quentin a pris l'exemple de 15 jours, mais on ne sait pas, ça sera peut-être 5 jours, c'est à voir. Et donc, voilà, il faudra respecter, si la facture pourra être maximum datée de autant de jours avant l'introduction dans PayPal. Et il faudra qu'on respecte ça. Ça devra, on devra apprendre une nouvelle discipline. Donc, on ne pourra plus laisser traîner les factures avant de les envoyer ou autre. Et donc, la même chose pour les clôtures mensuelles. On a pris une date de fin théorique d'exercice comptable pour que ça vous parle, mais ça sera pour toutes les dates du mois, il y aura un délai maximum pour introduire la facture dans PayPal. Voilà, et on voulait attirer votre attention là-dessus parce que on sait que quand toutes les factures partent en même temps, c'est difficile à gérer
comme flux. Et alors, j'avais vu quelqu'un lever la main, mais je ne peux pas non plus oublier de Oui, vous dire si oui, c'est moi. certains... Excusez-moi, Non, j'arrive pas à si... faire de questions sur le chat Ouais, dessus. allez-y. J'ai une Ah question. oui. J'entends parler de PayPal bis. Enfin, j'ai vu passer PayPal bis. Je ne sais pas si nous on est OK avec notre programme Easy pour PayPal. Donc ça voudra dire quoi, qu'on aura des mises à jour à faire ou il y aura une adaptation? Non, non, non. Donc, PayPal bis, c'est le nom qu'ils ont désigné sur le format d'écriture, on va dire, pour dire simplement. Donc, c'est la sémantique du fichier. À nouveau, c'est de l'ordre technique et faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. C'est pas un nouveau réseau ou une mise à jour du réseau. C'est juste le nom adopté dans les travaux parlementaires pour le format d'écriture. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. OK, merci. Voilà, donc sinon je vais oublier de vous signaler. Donc, si certains d'entre vous sont clients de notre cabinet et souhaitent tester avant le 1er janvier 2026 la facturation électronique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que on teste les systèmes ensemble et pour que la transition se passe plus facilement. Et donc, je vois qu'il y avait encore une question sur le délai d'introduction des factures. A priori, ça ne concerne pas la fin de l'exercice comptable ou la fin des trimestres ou des mois pour rentrer ces déclarations TVA. Ça serait simplement une facture du 10 janvier ne peut pas être introduite plus de X jours après le 10 janvier. Voilà, dès que cette précision sera sortie, à mon avis, on publiera une news sur le sujet et on pourra la partager avec les participants d'aujourd'hui. Pour les factures pro forma, elles ne doivent pas être envoyées électroniquement, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles passent via PayPal vu que ça n'est pas C'est pas une un facture, donc voilà. ouais, ouais. Ça ne doit pas rentrer dans votre comptabilité, une facture pro forma, donc c'est plutôt pour envoyer un devis à votre co-contractant, donc ne l'introduisez pas dans PayPal. Plutôt pour toi, pour Quentin, l'entreprise qui travaille en Belgique, mais avec une comptabilité qui s'effectue via la France. Euh, alors, l'entreprise est soumise, si elle est soumise à la TVA belge, elle devra donc facturer de manière électronique, ça c'est très clair. Maintenant, il y a assez peu la comptabilité s'effectue via la France. Je ne sais pas si Madame peut prendre la parole, peut-être pour expliquer un peu mieux, pour peut-être essayer de mieux comprendre la problématique ici. Oui, plusieurs licences doivent-elles être prises, peut-être pour facturer au nom de différentes sociétés d'un même groupe. Je vois que Madame a levé la main, Oui, elle peut peut-être. oui, allez, madame. On ne vous entend pas si jamais. Toujours pas. Non. Sinon, ah, toujours pas. A priori, je dirais que si c'est la société parisienne qui envoyait les factures de la société belge pour l'instant, elle pourra les introduire via PayPal en étant située de France, mais Oui, toujours oui, en ayant un ouais. compte au nom d'eux. Et a priori, maintenant, on s'y connecte avec It's Me, donc il faut avoir le pouvoir de représentation de la société, et ça sera la même chose, normalement. Oui, je pense pas que ça pose de difficultés Voilà, particulières. voilà, il faut que déléguer le pouvoir de représentation de la société à un employé. Voilà. Donc, comme pour toutes d'autres formalités que vous avez actuellement, allez consulter le compte, les documents du SPF Finance, par exemple. Ce sera le même mode d'accès. Désolée, on ne vous entend pas. Ouais. Mais n'hésitez pas à préciser la question alors dans le chat si vous en avez. Est-il possible, souhaitable ou pas conseillé d'ajouter un PDF lisible comme actuellement en annexe du fichier XML? Alors, il est tout à fait possible. Conseillé, souhaitable, ça c'est un petit peu à vous de voir. C'est plus par confort, je dirais. Donc oui, c'est quelque chose qui ne pose à nouveau pas de difficulté. Normalement, tous vos logiciels vous permettront d'ajouter des annexes. Et donc, ça, c'est un peu au cas par cas, à vous de voir. Plusieurs licences doivent-elles être prises?
Ça, c'est vraiment du pratico-pratique au niveau des logiciels. Je ne sais pas si tu as une intuition là-dessus, Fanny, mais Je dirais oui. ouais. Euh, PDF peut être intégré dans l'XML. Si c'est une affirmation ou une question. Mais en tout cas, lors de la configuration de votre compte PayPal en tant que destinataire de factures, vous pourrez préciser quels sont les formats qui sont acceptés par votre entreprise et donc pour les formats d'annexe notamment. Et donc si vous avez, je sais pas, d'habitude des plans que vous exigez qui soient joints des factures, vous pourrez le préciser dans les formats acceptés. Et de nouveau, vous pouvez mettre ce qui était précisé tout à l'heure, par exemple, pour les bons de facturation que vous exigez actuellement pour les factures que vous recevez, par exemple, eh bien, vous pourrez configurer votre compte PayPal en tant que destinataire de facture pour avoir le champ numéro du bon de facturation qui soit obligatoire et donc pour qu'on rentre un numéro pour pouvoir vous adresser une facture. Maintenant, ça sera votre compte PayPal sera normalement le même que ça soit pour vos sous-traitants pour lesquels vous exigez un bon de commande, mais aussi pour votre fournisseur de télécommunications, etc., pour lesquels il n'y a pas de bon de facturation. Donc, il faudra, et à mon avis, il y aura quand même des petits ajustements dans la période de transition. Monsieur Guillot, je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, je suis agent immobilier en société. Donc, je vais devoir émettre des factures via un logiciel que ma comptable va facturer, évidemment. Comme je suis en trimestriel, il y aura forcément une information directe via ce logiciel chez ma comptable, mais pour tout ce qui est client particulier ou pour lesquels j'enverrai une facture papier ou PDF, voire via email, elle ne sera au courant qu'à la fin du trimestre. Oui. Donc, est-ce que ça, je veux dire, c'est quand même, c'est pas vraiment une simplification pour les petites sociétés qui font tout elles-mêmes, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui, donc la cohabitation ne sera pas facile, effectivement, et vous ne pouvez même pas vous dire je vais tout rentrer via PayPal puisque votre client particulier n'aura pas de compte PayPal pour recevoir une Exactement. facture. Donc, vous êtes obligé. Exactement. Et lorsque je vais acheter 5 cartouches pour mon imprimante et que je reçois directement de la part du, du magasin de papeterie une facture, lui va devoir m'envoyer une facture par la suite alors que je suis dans son magasin, si je comprends bien. Ouais, en principe, oui. Oui, je dois avoir une facture, effectivement, mais Ouais. ça devient quand même, on dit qu'on gagne du temps, mais j'ai l'impression qu'on va en perdre beaucoup. Un, parce que lui va devoir rentrer la facture dans un logiciel, alors que là, il me la sort directement. Deux, parce que moi, je vais devoir vérifier si je l'ai bien reçue. Oui, mais après, normalement, lui, il ne devra pas la rentrer, vu que s'il les met à la caisse et qu'il vous la donne, normalement, son programme devrait faire en sorte que elle soit aussi immédiatement dans PayPal à votre nom. Elle sera OK. Donc, D'accord. c'est pas, enfin, voilà, ça devrait se faire automatiquement. D'accord. Bon, ici, on a quelqu'un qui on facture effectivement via ce nouveau système, mais que la contrepartie n'a pas encore mis à jour ou n'a pas encore fait en sorte qu'elle puisse en recevoir. Que se passe-t-il? Et vous Il voulez engage votre sa argent. Vous l'êtes responsabilité payé. parce que c'est Oui, obligatoire à partir du oui, 1er janvier? c'est ça. C'est ça, mais donc voilà, si vous ne pouvez pas l'adresser via PayPal, vous devez l'inviter à créer le compte et à pouvoir lui adresser de cette façon-là, mais je comprends que vous ayez envie d'être payé aussi, donc dans ces cas-là, je vous invite aussi à envoyer la facture en papier, puisque Ouais. sinon ça va être assez facile d'éviter le paiement des factures s'il suffisait de ne pas créer de compte PayPal. Ouais, bien sûr. Bon. OK, merci beaucoup. Voilà, mais en tout cas, la création du compte, surtout l'absence de création du compte, ça sera facilement vérifiable, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, donc les retardataires seront facilement identifiés. Donc les amendes paraissent pas totalement théoriques.
quelqu'un a encore une Voilà, question, n'hésitez pas. ouais. Sinon, nous allons terminer parfaitement dans les temps. Voilà, pile le bon timing. Encore, peut-être que madame a réussi à mettre son micro. Oui, Ouais. je voulais Voilà. savoir si vous m'entendiez. Oui, Avec de l'écho. Pardon, je vais essayer d'éloigner mon micro. Ma question, c'est effectivement, on est ici en Belgique, mais on dépend d'une société qui est en France. On a notre propre numéro TVA, mais tout ce qui est dématérialisé, etc., est envoyé et géré par la France. Donc, ma question est, on doit prendre PayPal, mais le siège est en France, et donc mes dirigeants sont français. Donc, on a difficilement accès à Itsme et PayPal et tout ça. Et donc, ce sera au niveau de la configuration de l'employé qui a accès au compte qu'il faudra travailler, mais je n'ai pas. Je pense que vous devez, pour d'autres besoins, pour l'instant, accéder. Ce n'est pas forcément les administrateurs de la société qui accèdent, qui vont télécharger les documents sur le compte du SPF Finance ou rentrer les déclarations de TVA, et ce sera le même système. Donc, c'est faisable pour l'instant. Je ne sais pas qui a reçu ces droits et comment ça se pratique, mais vous pourrez faire de la même façon. Ok. Parce que c'est déjà la même chose pour l'instant. Donc, si la déclaration de TVA se fait actuellement par la France, ils pourront avoir accès aussi. Ils pourront avoir accès aussi. Ok. Je vais reconfigurer, mais en tout cas, ça sera possible vu que c'est possible actuellement pour d'autres démarches fiscales. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci beaucoup, en tout cas pour les questions, pour votre intérêt. Et donc, nous allons clôturer ici. N'hésitez pas, vous voyez le programme des prochaines formations, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous irez directement dans les... vous pourrez tout de suite vous inscrire pour ne pas perdre de vue ces formations. Et donc, nous revenons très rapidement avec le support. Et nous vous tiendrons informés, évidemment, si le fameux délai est précisé par arrêté royal prochainement. Merci beaucoup et bonne journée à tous.